Et bienvenue à tout le monde. Donc, pour vous parler des Canaries et du Portugal, nous sommes deux au bureau. Moi-même, Julie. Donc, moi, je suis responsable de toute l'organisation et la préparation des voyages en Europe. Et mon acolyte, Alexandre, qui n'est pas là ce soir parce qu'il est au Japon, qui, lui, est responsable faire de toute la préparation des voyageurs, en fait. Donc, c'est à lui que vous parlez essentiellement quand vous vous inscrivez pour tous nos voyages en Europe et donc au Japon aussi. Alors, je vous dis juste quelques mots. Si c'est pas la première conférence de Caravani, vous êtes habitué un petit peu à nos premières minutes. Quelques mots sur l'équipe de Caravani. Caravani a été fondée en 1998 à Montréal, donc nous sommes une agence québécoise. Au bureau, on est 9, 10 par là. La moitié de l'équipe du bureau guide aussi, donc on n'est souvent pas au complet. Donc on est même quasiment jamais au complet, il y a toujours du monde sur le terrain. Et puis, on a nos guides qui soient répartis sur la planète ou en train d'attendre leur prochain départ au Québec, mais toujours bien occupés, que vous voyez ici en photo. Si vous deviez nous choisir pour une seule chose, ce serait dans un monde utopique pour nos valeurs environnementales. Donc, ça veut dire que concrètement, on est très fiers membres du 1% pour la planète. Ça veut dire que Caravanier remet 1% de son chiffre d'affaires à des actions environnementales, mais on compense aussi l'émission du gaz à effet de serre induit par les voyages, donc par le fait qu'on prenne l'avion notamment via l'organisme planétaire. Et ça, si on a fait les calculs récemment, ça veut dire que à peu près 2% de notre chiffre d'affaires, puis c'est beaucoup pour une compagnie, surtout dans l'industrie du tourisme, est remis à des actions environnementales. C'est vraiment énorme. Donc, bon, bien sûr, on applique les principes du Centras sur le terrain, mais donc ça vous donne un petit peu une idée de notre engagement environnemental. C'est juste une vision, on n'a pas le temps d'aller plus loin pour aujourd'hui, mais si jamais vous travaillez dans une compagnie quelconque, je vous encourage à vous intéresser au 1% pour la planète et puis à faire adhérer votre entreprise à ça. Pour parler de l'Europe, en Europe, notre premier voyage en Europe, c'était la Crète, puis après on a eu l'Andalousie, puis c'est juin, la Sardaigne, le Monténégro, la Grèce continentale, le Pays Basque. Les Canaries et le petit dernier de cette année, c'était le Portugal. Donc, vous voyez les Canaries et le Portugal, ce sont nos soleils jaunes sur l'écran. Et puis, vous avez comme un soleil qui darde deux rayons vers le nord. Ça, c'est notre conférence de mercredi sur les Lofoten en Norvège et l'Irlande. Et ça sera donc, c'est nos deux nouveautés, en fait, pour 2025, tout nouveau, tout. C'est ça. Donc, on donne la conférence mercredi. La- Demain au midi, je donne une conférence sur la Grèce et la Crète, nos deux voyages en Grèce et Crète. Ça, c'est demain midi. Et puis les autres, elles sont déjà passées, mais vous pouvez les retrouver soit sur YouTube, soit juste, parfois on a des petits délais avant de les mettre sur YouTube. Donc, donnez-nous quelques jours et puis vous pouvez pendant ce temps nous les demander directement on vous les envoie sur Zoom. Un petit mot. Là, donc, les deux voyages dont je vous parle ce soir, c'est la notion de confort qui est importante. Ce sont nos voyages en Dolce Vita. Les voyages en Dolce Vita, ça veut dire que, bien sûr, il n'y a pas de camping. Donc, les trois quarts ou 90% des nuits se passent dans des auberges ou des hôtels charmants. Alors, c'est jamais du luxe. On vise vraiment plus comme le charme, puis le confort d'être un peu comme à la maison, mais pas vraiment à la maison. On est quand même en voyage, puis on veut garder cet esprit de voyage. Sur certains voyages, on pourrait passer une ou deux nuits en refuge. Ce n'est pas le cas pour les deux de ce soir. Généralement, on marche la plupart du temps en short, puis en t-shirt à manches courtes. Parfois parfois on se couvre un peu, mais globalement, les températures sont agréables à marcher. L'altitude n'est pas un facteur. On ne porte que son sac à dos de la journée. Donc, le reste des bagages est transporté. Puis on mange au restaurant le soir. Donc ça, c'est un peu l'idée de nos voyages. Donc, s'il fallait une photo pour résumer ça, ce serait celle-ci qui date du Portugal, où ben voilà, après une bonne journée de marche, on a pris une douche, puis
on prend l'apéritif en terrasse en fin de journée. C'est un peu l'esprit de nos voyages Dolce Vita. C'est ça qu'on peut reprendre ici. Là, c'est à midi, on est au Portugal. Et puis donc le soir, on mange au restaurant. Aux Canaries, comme au Portugal, il y a du vin qui est produit. Donc aux Canaries, c'est du vin espagnol. Généralement, on le goûte et puis on mange bien. Alors, dans les deux cas, Canaries et Portugal, il se trouve que la nourriture est quand même assez rustique. Alors, vous allez être étonnés parce qu'effectivement, en Espagne, on mange très bien. Au Portugal, on mange très bien. Mais dans les régions rurales où on va, c'est un peu plus basique. Les légumes sont plus rares. Donc, je préfère paramétrer vos attentes. Une journée sans patates n'est pas une journée normale dans ces voyages-là. Au Portugal, typiquement, il y aura de la viande qui est très bonne ou de la morue. Et puis, riz et patates systématiquement, puis un petit peu de salade. Euh, voilà, on peut aussi goûter quand même, il y a pas mal de jambon, il y a ce qu'on appelle les petiscos, c'est la version portugaise des tapas qu'on peut goûter comme vous voyez là. Canaries, ça va être le même principe, beaucoup de pommes de terre parce que c'est ce qui a fait survivre les gens à l'époque, à partir du moment où la pomme de terre a été ramenée par les explorateurs à la fin du XVe siècle. Donc, c'est pas la cuisine la plus raffinée à chaque fois, mais il y a des aliments qui sont vraiment préparés que là, que à cette manière. Donc c'est très typique, c'est très roboratif. On a vraiment plus faim à la fin des repas, il n'y a pas d'inquiétude. C'est quand même relativement varié. Puis le guide essaie de varier aussi. Les pique-niques sont préparés par le guide, ce qui permet un petit peu de souplesse, mais avec les produits locaux, donc en fonction de ce qu'on trouve. Donc voilà, puis ça, c'est dès qu'on a un petit peu plus de variété, ben, on saute dessus. Et on essaie toujours de choisir nos restaurants pour avoir, euh, c'est ça, un petit peu plus de variété. Là, c'était particulièrement savoureux ce soir-là. Donc ça, c'était comme pour donner une petite notion de confort. On partage, si pour les gens qui voyagent tout seuls, ben, vous êtes jumelé avec quelqu'un d'autre du même sexe dans une chambre. C'est possible de demander d'être en occupation simple. Il y a dans ce cas-là un supplément qui s'applique et puis ça va dépendre du nombre de chambres auxquelles on peut avoir accès. Puis il y a des fois, ben, on est obligé de vous jumeler et parfois on a assez de chambres pour pouvoir vous séparer. Donc ça, c'est à la demande. Sinon, voilà, une chambre pour deux personnes, la salle de bain privée juste pour la chambre. En termes de niveau, c'est toujours un enjeu de déterminer un niveau parce qu'au final, le niveau va beaucoup dépendre du... En fait, c'est un ressenti pour une personne à un moment donné de sa vie et dans des circonstances. Ça veut dire que nous, on a essayé de sortir de ce ressenti-là pour quantifier ou qualifier nos niveaux et faire en sorte comme d'avoir une sorte de grille de lecture commune pour l'ensemble de nos voyages c'est ça, sans se laisser influencer par comment, quand on guide ou quand on a du monde qui y va, par le ressenti. Ça dépend de comment on a dormi la veille, mettons. Donc, grosso modo, notre voyage au Portugal, c'est ce qu'on appelle un voyage accessible. Tous nos niveaux s'adressent à des voyageurs qui font déjà de la randonnée. Donc, c'est accessible pour quelqu'un qui est habitué à faire de la randonnée en montagne, tout comme notre niveau modéré. Donc, les Canaries, c'est un niveau modéré pour quelqu'un qui est habitué à faire de la randonnée en montagne. Et ça, pour un climat donné. Ça veut dire que si, ça, c'est pour quand il fait beau et que tout va bien et que c'est la norme, on va dire. Dès que vous tombez dans une tempête ou avec une chaleur extrême, comme parfois il peut y avoir depuis que le climat est un peu déréglé, là, on a plus de mal à prévoir, et ben là, dans ces cas-là, peut-être que le niveau ressenti à ce moment-là, l'effort que vous allez faire va être plus que accessible ou modéré, mais ça fait partie comme des aléas du voyage. Donc, notre niveau au Portugal, c'est un niveau accessible. On marche 4-5 heures par jour. Certaines journées, il y a peut-être 2 journées, 2, 3 journées un petit peu moins. Puis les autres, parfois, ça peut même monter une journée par-ci jusqu'à 6 heures ou même un peu plus dépasser les 6 heures, mais c'est ponctuel. Puis si vous êtes capable d'avoir du plaisir dans un effort de 4-5 heures par jour, la journée où il faut aller chercher un petit peu plus, vous allez être capable. Donc, c'est un petit peu l'idée qu'on a
bah voilà, sur laquelle on a identifié le niveau du voyage, évalué le niveau du voyage. Et pour les Canaries, c'est la même chose. Ça va être des journées, mettons, de 5 6 heures en moyenne. Et puis, il y a peut-être une ou deux journées qui vont être un petit peu plus, puis une ou deux journées qui vont être un petit peu moins. C'est ça. Dans les deux cas, c'est possible de prendre certaines journées de pause. Puis juste pour information, là, j'ai noté notre niveau supérieur, qui est le niveau soutenu. Mais sachez que chez Caravani, on n'a que 5 niveaux. Donc, c'est pas comparable avec ce que proposent généralement les agences de trek, parce que c'est ça, on a 5 niveaux. Pour vous donner un exemple, les niveaux 5, c'est vraiment tout ce qui est haute montagne, mais vraiment alpinisme technique pour faire des sommets qui dépassent les 6 000 mètres. Donc, comme on va en avoir au Népal, à la Concagua, euh, essentiellement, et ou la traversée hivernale de la presqu'île de Baffin en tirant sa poulka dans un milieu où il y a des ours blancs. Donc là, on parle de 2 semaines de camping d'hiver par -40. Donc on s'entend que c'est pas les mêmes défis, c'est pas les mêmes enjeux que les voyages dont on parle ce soir, mais c'est pour vous donner une idée de ce que c'est que notre niveau soutenu ou exigeant ou très exigeant. Mais pour revenir dans un climat plus doux, voici les Canaries, les îles volcaniques des Canaries. Donc les Canaries, pour vous donner, pour vous situer. Vous voyez les côtes du Maroc avec le Sahara au sud. Au nord-ouest, vous avez Madère, donc ça c'est portugais. On n'y va pas pour l'instant. Et au sud, vous avez les Canaries. Donc on est vraiment au large du Sénégal, du Sahara, pardon, au nord du Sénégal. Et où il y a, c'est un archipel de plusieurs îles. Nous, on s'est concentré sur 2 îles parce qu'il faut bien choisir. On n'a pas 3 mois de voyage, qui est l'île de Tenerife. Ici, vous devez voir peut-être ma souris. Et à côté, l'île de La Gomera, qui a été appelée le paradis des randonneurs par le National Geographic. Donc, Tenerife, qui est là où on atterrit, et ensuite on prend un petit ferry pour aller à La Gomera, et on se répartit pour les 2 semaines. Euh, donc, hop, c'est ça. Euh, c'est ça. J'en profite, j'ai une question. Alors là, je vais répondre et je vais dire allô, Manon, j'en profite. Euh, pour ceux qui ont aimé la Crète, pour une continuité mer, montagne, euh, la Dolce Vita, regardez entre les deux dont je vous parle ce soir, regardez les Canaries, parce qu'effectivement, il va y avoir quelques chances de baignade, mais je vous en reparle un tout petit peu plus tout à l'heure. Je garde la question sur le coude pour la fin de la présentation. Donc, vous voyez qu'on est vraiment au large du Sahara. Et ça implique que, je vais vous montrer tout à l'heure, comme un diagramme sur les températures habituelles aux Canaries. Mais sachez que parfois, dans l'année, il y a des épisodes qu'on appelle la calima. La calima, c'est un vent qui vient du Sahara et qui souffle et qui amène tout l'air chaud sur les Canaries. Ça, c'est pas prévisible. Il n'y a pas une période plus propice que l'autre dans l'année pour que la calima se crée. Mais ce que ça implique, c'est que les températures moyennes grimpent de 5 à 10 degrés. Donc, au lieu de marcher en short et t-shirt, on marche en short et t-shirt et on transpire beaucoup. Donc, le guide euh, adapte en fonction. Alors là, j'ai une image qui n'est pas très claire de Tenerife, mais ça donne un petit peu l'idée de Tenerife. C'est comme une sorte de triangle avec complètement au nord la péninsule de Anaga. Vous voyez un petit avion qui atterrit, parce qu'il y a un aéroport au nord. Complètement au sud, 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 il y a un autre petit avion ici, ça c'est l'aéroport principal, Tenerife Sud. Et vous avez un ferry qui part et qui va vers La Gomera. Et puis bien sûr, le Teide. Donc le Teide, c'est le volcan qui dépasse les 3 700 mètres, qui culmine, qu'on voit ici. Euh, il faut savoir que cette île, regardez bien, vous avez d'autres petits volcans qui apparaissent sur la carte. Cette île, a été créé et né de plusieurs éruptions volcaniques qui ont créé les différents massifs et puis après, bon, des plissements de terrain. Tout ça pour dire que on commence, généralement, tout le monde arrive à Tenerife Sud, ce serait correct d'arriver à Tenerife Nord aussi, et on va directement dans la pointe nord, on se base à La Laguna, San Cristobal et La Laguna. La Laguna, c'est le seul
C'est un peu la seule ville qui a gardé son charme colonial, son architecture coloniale. Il y a quelques petits villages aussi, mais vraiment très rare. Donc, c'est vraiment plus San Cristobal et la Laguna. De là, on va aller marcher dans la pointe nord et ensuite, on va venir prendre le ferry, aller sur la Gomera. Je vous montre une carte plus tard. Et après, quand on revient, on va voir le parc national du Teide. Et puis après, on repart de l'aéroport le plus proche qui est Tenerife Sud. Donc, le Teide, c'est ce volcan-là. Donc, on voit bien le cône de cendre tout en haut. Toute la base du Taïdé, c'est le parc national et c'est absolument fascinant à visiter parce qu'il y a des constructions, des concrétions géologiques qu'on ne voit pas ailleurs, ce qui le rend vraiment très intéressant. On y va à la toute fin du voyage. On a une journée pour visiter le parc national et puis une journée pour faire l'ascension du Taïdé. Elle est facultative, cette ascension. Je vous explique. Déjà, hop là, c'est haut, 3700 mètres, plus de 3700 mètres d'altitude. C'est le sommet le plus haut d'Espagne, c'est aussi le sommet le plus haut des Canaries. Parce que en Espagne continentale, le sommet le plus haut, il est en dessous de 3005. C'est le Mulhacén, on y va dans notre voyage en Andalousie. Ici, la voie d'ascension du Teide est comme de l'autre côté par rapport à la photo. Mais pour ceux qui ont des bons yeux, ici, vous voyez qu'il y a des pylônes et une espèce de cabane. Il y a un téléphérique qui monte et qui permet de rejoindre cette cabane-là. À partir de la cabane, pour monter jusqu'au sommet, il reste quoi? Trois quarts d'heure de montée à peu près. Il faut montrer patte blanche, c'est-à-dire que le gouvernement espagnol a déterminé des quotas pour éviter de nuire à l'écosystème. Et donc, il y a environ, je pense que de mémoire, c'est 200 personnes par jour qui ont le droit de franchir cette cabane et de monter jusqu'au sommet, parce que le téléphérique draine beaucoup de monde. Nous, on y va à pied, ce qui fait qu'on monte, pop, 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 pas de problème, jusqu'à la cabane. À partir de la cabane, seuls ceux qui ont des permis auront l'opportunité de monter pour aller faire le sommet. Puis après, on redescend à pied aussi. Ça nous permet de voir vraiment toutes les différentes coulées de lave et c'est super beau. C'est la journée la plus exigeante de tout le voyage et c'est la dernière. Pour ceux qui n'auraient pas eu de permis, parce que comme je vous disais, ça se réserve vraiment d'avance, pour ceux qui n'ont pas eu de permis ou ceux qui n'ont pas envie de la monter, parce que c'est quand même un gros effort et c'est correct, Claudio va proposer, Claudio c'est le guide, je vous en parle après, il va proposer une randonnée alternative. Sur le Taïdé, seuls les guides accrédités ont le droit de guider et puis nous, on voulait vraiment proposer on ne voulait pas forcer tout le monde à faire cette randonnée-là. Il y a d'autres volcans qui donnent des vues magnifiques. Donc, on a les deux qui sont proposés pour cette journée-là. Un guide spécialisé dans le TID pour ceux qui veulent monter. Et puis Claudio, qui est le guide de tout le voyage, qui va proposer une belle randonnée alternative. Voilà pour le TID. Le reste de nos randonnées sur Tenerife, l'ambiance est beaucoup plus verte. Donc, notamment la partie Anaga, donc les premiers jours, ça c'est les photos que vous voyez là, et puis par la suite, vous voyez, c'est vraiment loin d'être plat. Donc, donc, si je reviens un peu en arrière, ce massif-là est très découpé, ça fait des crêtes qui sont finalement très acérées, et donc on voit un tout petit peu de culture en terrasse et qui tombe ensuite directement dans l'océan Atlantique. Ça fait que hop, on voit encore un petit peu ici. Ça donne des paysages qui sont vraiment magnifiques, mais ça explique bien que c'est jamais plat. Et puis quand ça monte, ça monte. Quand ça descend, ça descend. C'est vraiment le principe des Canaries, c'est que les distances sont pas très longues, mais les dénivelés sont cohérents. C'est souvent autour de 800 mètres. Certaines journées un peu plus, certaines journées un peu moins, mais bon, 800 mètres, pour des gens habitués à la randonnée, ça se prend bien. Mais ils sont assez compactés, ces 800 mètres. Et donc, on monte en lacet, puis on descend en lacet. Il faut être préparé au niveau cardio, puis au niveau des muscles des jambes, puis des genoux. Enfin, en tout cas, des articulations des genoux. Donc ça vous donne une petite idée. La côte nord, tout l'hiver, les courants marins sont trop forts pour qu'on puisse y baigner. Ça serait dangereux, il y a trop de vagues. Mais il y a des petites piscines naturelles qui sont créées et dans lesquelles on peut se baigner même l'hiver. Donc ça, c'est un des grands plaisirs du voyage. La côte sud, que ce soit de la Gomera ou de Tenerife, ben là, on peut se baigner. Il y a pas de risque en fait. C'est protégé en fait des grands courants qui viennent du large. Donc,
dans ce voyage, on prend le temps de se baigner. Ça ne sera pas tous les jours, ça sera peut-être deux, trois, quatre fois. Ça va dépendre de la météo puis du groupe euh, pour aller se baigner. Ensuite, on passe donc côté Gomera, la Gomera. Alors, il faut savoir que de la Laguna donc de l'hôtel dans le nord de Tenerife jusqu'à là où on prend le ferry, c'est peut-être 1 heure et quart, 1 heure et demie de route. C'est petit comme île. Donc, c'est pas un grand transfert. Euh, et une fois qu'on est sur la Gomera, pardon, vous voyez, le ferry qui est symbolisé ici arrive à San Sébastien. On a une première nuit à San Sébastien. Et après, on va prendre les chemins de randonnée pour, grosso modo, faire une sorte d'un demi-tour de la Gomera. Donc, on va marcher de Imada jusqu'à Chipoude. On va passer par Valle Gran Rey, mais surtout, on va marcher de Chipoude après jusqu'à Valle Hermoso, puis de Valle Hermoso à Agulo puis, ou Hermigua en fonction des disponibilités des hôtels. Puis on va aller marcher dans le parc de Galaronay avant de revenir prendre le ferry. Mais on reste au moins 2 nuits à chaque hébergement. C'est un petit peu l'idée de notre voyage. Et c'était la même chose quand on arrive côté Tenerife. On reste au moins 2 nuits, 2 ou 3 nuits à chaque hébergement pour avoir ne pas être à la course tout le temps, puis avoir le temps de défaire ses bagages prendre, c'est ça, juste le prendre un peu plus cool. Ce qui veut dire que chaque journée, donc on fait la traversée, le lendemain on fait une boucle, où on fait toute une descente jusqu'à la plage, puis on prend peut-être un taxi pour remonter si on n'est pas motivé à remonter. Donc comme ça nous fait prendre le temps en fait de découvrir les différentes facettes de l'île et puis ne pas être à la course tout le long. En image, donc là ici on a Agoulo qui est donc un des petits villages dans lesquels on va passer. Donc il y a peu de villages encore coloniaux, c'est l'architecture contemporaine espagnole qui a pris le dessus dans ces petits villages-là. Ça arrive que c'est très coloré. euh, et puis de temps en temps on a quelques perles voilà, donc on marche d'un village à l'autre. Et ce qui est particulier sur la Gomera, et en fait sur les Canaries en général, c'est que le paysage est très varié. Donc ici, on a comme une sorte de désert rouge, fascinant, puis avec le Teide sur Tenerife en arrière. Mais on peut passer donc à la verdure de cette forêt primaire qui est fascinante. Euh, et des zones plus désertiques, comme on voit là. Et en fait, il y a vraiment de très belles lueurs. Les palettes de couleurs sont très intéressantes. Et ça, et ce, sans parler sur ce que je vous disais tout à l'heure, les couleurs des différentes coulées de lave du Teide. Donc, on a vraiment comme la presque jungle dans cette forêt primaire, on a des parties très désertiques, on a euh, des zones beaucoup plus vertes. Enfin bref, c'est assez varié. Et vous voyez, les chemins sont toujours plutôt bien entretenus, si vous voyez ici. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Pour ceux qui auraient fait la crête, par exemple, le terrain est plus facile qu'en crête, définitivement. Mais les randonnées, les journées ne sont pas forcément plus faciles en elles-mêmes. C'est juste que le terrain est mieux tapé. Voilà. Donc là, vous voyez des palmiers, des cactus, mais quand même pas mal de verdure. Puis, selon quand on est dans la saison, il va y avoir plus ou moins de verdure. Donc voilà, je vous présente Claudio ici en avant du groupe. Claudio, c'est notre guide sur place. Alors Claudio, il est italien. Il est arrivé il y a 25 ou 30 ans aux Canaries, puis il est jamais reparti. Il est polyglotte, il doit parler 5 ou 6 langues. Donc il parle italien, espagnol, et après je pense que anglais, espagnol, anglais, français, mais je pense que le français est encore meilleur que l'anglais, mais donc il est vraiment polyglotte. Et puis c'est un amoureux de ces îles. Il est très enthousiaste. C'est un personnage, il est super sympathique, beaucoup d'énergie, et puis ben voilà, il incarne ces îles vraiment. Donc Claudio, c'est lui qui accueille tous nos groupes tout le temps, puis on voudrait personne d'autre pour guider notre voyage. Puis comme je vous disais, après le, la Gomera, ben, c'est là où on va voir le Teide dont je vous parlais tout à l'heure. On y va toute l'année. Alors là, ce graphique-là, je vous l'explique un peu parce qu'il est un peu atypique. Si on part dans l'axe des ordonnées, donc complètement en bas et en remontant, vous avez les heures de la journée. Ce qui est grisé, c'est la nuit.
Donc, la portion que vous devez regarder, c'est vraiment en fait entre 8 heures et 18 heures, mettons, puis toute l'année. Donc ça, ce sont en fait les températures par journée. En fait, ce sont les températures par heure dans la journée, les moyennes réparties selon les mois de l'année. Ce qui veut dire que quand on y va en janvier, puis on a un groupe en janvier ou en mars, on a des températures confortables. Confortable, c'est 18-24. On s'entend que c'est confortable, bien confortable pour marcher. 18-24, ça c'est comme les moyennes. Au début des journées, c'est un petit peu plus frais. Ça veut dire que ça va être entre 13 et 18 degrés en moyenne. Quand on y va, donc ça vaut pour de janvier jusqu'à mai. Quand on y va en juin ou en juillet, et puis, puis ensuite en octobre, donc nous on a un groupe en juillet, on a un groupe fermé début juin, puis on a des groupes en octobre, il fait plus chaud, donc il fait plutôt 24, 29. Ce sont des moyennes. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bien pour marcher. Claudio, il essaie d'adapter les randonnées. On veut toujours laisser dans le choix des randonnées un petit peu de marge pour pouvoir justement s'adapter à la météo, s'adapter au groupe, aux envies de chacun, à, je sais pas, une route qui serait fermée pour travaux, peu importe quoi. On veut lui laisser quand même un peu de flexibilité dans le choix des randonnées. Euh, et il va aussi avoir un peu de flexibilité. Il va peut-être vous proposer de partir plus tôt les jours où il fait très chaud ou de prolonger la sieste ou de, bref, essayer de jouer avec pour ces jours-là fait en fonction de la température. Donc, juillet, juillet, octobre, on s'attend à un petit peu plus chaud parce que ça va être plutôt 24, donc entre 25 et 30, si j'exagère un peu. Mais objectivement, c'est plus en octobre, par exemple, c'est plus proche de 25 que de 30, mais ça dépend encore des années. Puis ça dépend vraiment. Donc, si la Kalima, le vin dont je vous parlais, qui vient du Sahara, embarque, ben là, vous rajoutez 5 à 10 degrés à tout ce qui est affiché là. Ça, on ne peut pas vraiment le savoir d'avance. Donc, voilà pour les Canaries. Euh, Ce soir, ça va pas être une conférence très longue. Je pense que d'ici 19 heures, voire même 18h45, j'aurai fait le tour de tous les points importants que je voulais vous dire. Mais donc, pour les Canaries, un voyage de 15 jours, un niveau modéré et puis le confort Dolce Vita. Donc, si jamais il y a des journées où on se sent pas capable ou pas motivé, on a la possibilité de prendre congé quasiment à tous les jours. On marche 5 à 6 heures par jour. Il y aura toujours une, deux ou trois journées un petit peu plus difficiles, puis une ou deux journées un petit peu plus faciles aussi. Voilà. Les prochains départs, le départ de janvier qui est confirmé. C'est pas sûr qu'il reste des permis pour monter au TID, mais donc dans ces cas-là, on prend ceux qui n'ont pas de permis prennent ben, les autres options, comme le plan B qui est proposé. Pour ce départ-là, pour des enjeux de logistique, on ne peut pas accepter pour l'instant une inscrite. On peut avoir deux, trois ou quatre inscrits, mais pas une seule personne inscrite parce que ça nous fait rajouter un véhicule, puis on rentre plus dans nos frais. Donc, on peut avoir deux personnes, trois personnes, quatre personnes, mais pas une seule personne pour l'instant. Si vous êtes tout seul, appelez-nous quand même, parce que peut-être qu'il y aura deux personnes tout seul, puis dans ce cas-là, ça marche. Le départ du 14 mars, il est confirmé aussi. Il reste de la place. C'est le moment de s'inscrire. Il reste des permis. Je l'ai vérifié encore aujourd'hui. Et puis en mai, il n'est pas confirmé, mais je sais qu'il y a quatre personnes qui écoutent peut-être ce soir qui sont intéressées. Donc ça veut dire que si ces personnes-là embarquent, on confirme à 5 officiellement. Donc ça veut dire que si ces quatre personnes embarquent, ben, la prochaine personne qui s'inscrit, ben, ça sera confirmé. Donc c'est facile. Et puis ensuite, on est quand même pas mal d'avance pour juillet, août, juillet, octobre et novembre. Euh, c'est les départs qui sont octobre, il est complet d'année en année. Novembre, en tout cas, ces trois départs sont partis l'année dernière. Puis c'est ça. D'habitude, octobre-novembre, c'est complet, ça déborde. Cette année, octobre était complet. Novembre, il restait deux, trois places. Il vient tout juste de revenir. Donc, ça, c'est pour les Canaries. On a, euh, on a développé cette année 2024 les Canaries en liberté. Alors, il y a des petits twists dans l'itinéraire, euh, donc des petites adaptations pour que, par exemple, on ne fait pas l'ascension du Teide, mais on va découvrir le parc national. Donc, l'itinéraire est légèrement différent, mais l'idée principale reste la même quand même. Mais
les particularités d'un voyage en liberté, c'est que c'est votre propre groupe, donc il faut être deux personnes minimum, donc un duo. Vos dates, vous choisissez les dates. Toute l'année, c'est possible, mais vous choisissez les dates. La seule chose qui va rendre votre voyage possible ou pas, c'est les disponibilités de Claudio. Euh, je vous explique après pourquoi. Et les disponibilités des hôtels. Comme vous choisissez vos dates, on ne peut pas pré-réserver d'avance. Donc, on est soumis aux disponibilités des hôtels. Un groupe en liberté, il n'y a pas de guide. C'est-à-dire que vous allez partir avec un, topo, si on peut appeler ça comme ça. Donc, un carnet très détaillé qui va vous dire, bah, tiens, prévoyez votre pique-nique à tel endroit, sinon on vous recommande tel et tel restaurant sur le circuit. Euh, il faut partir tôt parce que c'est une journée qui est longue et puis qui vous explique la troisième maison, vous tournez à gauche. Là, vous avez deux sentiers fléchés, vous suivez celui qui est de telle couleur, etc., etc. Donc, vous êtes votre propre guide avec ce document, avec les traces GPS qu'on vous fournit. Il faut être autonome, il faut savoir se débrouiller sur place, savoir quelques mots d'espagnol, ou en tout cas avoir comme le goût de parler le langage universel des gestes. Donc voilà, donc ça c'est nos voyages en liberté. Et il faut quand même que Claudio, notre guide, soit disponible parce qu'il y a une journée qui est prévue avec Claudio, parce que pour visiter le parc national du Teide, euh, il n'y a pas de transport en commun qui le permette. Donc Claudio vous emmène avec lui, et puis c'est lui qui vous fait visiter avec son véhicule le parc du Teide, qui vous donne, qui vous montre quelques randonnées où vous allez faire de la randonnée avec lui ce jour-là. Et puis, c'est votre ange gardien pour la suite du voyage. Donc, au moins, vous le connaissez. Il va vous donner tous ses meilleurs conseils à cette journée-là. Donc, il faut qu'il soit disponible cette journée-là. Puis, à partir de là, vous pouvez, s'il est disponible, puis que les hôtels ont de la place pour vous, ben là, dans ce cas-là, ça marche. Donc ça, c'est pour les voyages en liberté. Il est un tout petit peu plus court parce on a enlevé certaines journées, donc il y a 2 journées de randonnée de moins. J'ai pas précisé pour les Canaries, que ce soit liberté ou guidé, euh, c'est toujours un vol de nuit pour aller aux Canaries. Il y a toujours une escale quelque part en Europe généralement. C'est jamais des vols agréables, mais ça, on peut rien y faire. C'est vraiment on est dépendant. Donc, parfois, on va passer par Zurich, par Munich, par Amsterdam, par Lisbonne, par Madrid. Ça dépend de ce qu'on trouve. On essaie, notre service aérien essaie vraiment de trouver comme le meilleur vol en termes de nombre et heures d'escale, donc la fatigue engendrée par le vol versus le tarif. On essaie d'avoir quelque chose de plus cohérent possible. Au retour, ça prend toujours généralement, en tout cas, là depuis 2 ans, ça prend 2 nuits aussi 2 jours, pardon, et une nuit pour revenir. Ça veut dire que pour le départ, mettons, du 14 mars, vous partez le 14 mars du Québec, vous arrivez le 15 sur place à Tenerife Sud, et vous en repartez le 27 mars. Puis là, il y aura une nuit en escale quelque part, puis ça, on n'a pas la main dessus. Donc, un hôtel à se réserver de votre côté à l'aéroport par lequel vous transiterez et vous arrivez le 28 au Québec. Et c'est toujours possible d'arriver plus tôt ou de repartir plus tard, d'aller voir une autre île ou de louer une auto, puis d'aller voir comme d'autres endroits. Puis ça, on peut vous donner des conseils. Il suffit de nous contacter à ce sujet. Donc ça, c'était la partie Canaries. En termes de billets d'avion, il y a quelques années, pour les Canaries, pour le prix, on avait des vols à 1000 pièces. Là, on était vraiment contents. Et puis, depuis, c'est plutôt autour de 2000 pièces les billets d'avion. Là, ils ont augmenté dans les 2 dernières années. Donc, quand on est chanceux, on les a à 1800. Quand on n'est pas chanceux, on les a à 2400. Donc, c'est grosso modo, mais il faut être prêt à ça. Deuxième voyage pour ce soir. euh, le Portugal. Alors celui-ci, c'est un voyage qui a été développé l'année dernière. Le premier groupe est parti l'année dernière aussi. Les Canaries, on le propose depuis 2021. C'est quand même un voyage qui est relativement récent, mais comme il part 4, 5, 6 fois par an, on a quand même pas mal de retours dessus. Il est vraiment au point au point. Le Portugal, là, ça va être son premier printemps, puis son deuxième automne en 2025. Donc, le Portugal, vous savez tous où ça se situe, mais là, nous, la particularité, c'est vraiment qu'on est à l'extrême nord du Portugal. Donc, grosso modo, sur cette carte qui est relativement schématisée, vous avez Porto,
Ça, c'est notre point d'arrivée. On n'y reste pas, on part de suite dans le parc national de Peneda Gerês. Ce- C'est le seul parc national du Portugal. Il y a d'autres territoires qui sont protégés, ce sont des parcs naturels, mais Peneda Gerês, c'est vraiment le seul parc national. Et vous voyez, on est vraiment à la pointe nord, on est à la frontière avec l'Espagne et la Galice en Espagne. C'est là où on fait notre trek. Puis ensuite, on rejoint, vous voyez, Pinhao, qui est ici. On rejoint les hauteurs de Pinhao, qui sont, en fait, c'est la vallée du Douro. Donc ça, vous devez en avoir entendu parler. C'est reconnu pour les vins. Et donc, on va aller passer 2 jours ici pour aller profiter bah, du côté de Dolce Vita. Notre voyage, il s'appelle, c'est la randonnée entre les châteaux de Peneda puis les vignes du Douro. L'idée des châteaux, c'est que dans ce coin-là, il y avait des enjeux de protection de frontières avec l'Espagne euh, euh, au Moyen Âge. Donc, il y a des châteaux qui ont été construits. Donc, notre idée, comme notre fil conducteur, notre petit fil rouge de tout le voyage, c'est de relier ce château ici, si vous voyez ma souris, en tout cas les ruines du château de Castro Laboreiro, et à pied, au bout de 7 jours, d'aller à l'assaut du château de Lindos, qui est ici, Lindoso, qui est un petit peu, bah, qui est comme à la moitié du parc. On en profite pour un petit détour avant ça pour aller voir ce château, le château de Cistello, qui n'a rien à voir en termes de construction. C'est pas du tout la même époque. C'est comme une sorte de folie de, de cette époque-là. Mais bon, c'est comme notre troisième château parce que jamais deux sans trois. Pour relier ces deux châteaux, celui de Castro Laboreiro et celui de Lindos, on marche vraiment de village en village. Donc là encore, on va s'installer 3 nuits au premier village, puis 2 nuits ensuite à chaque village. Donc on prend le temps de se déposer. Puis vous voyez, tout est construit en granit. Donc on est vraiment en fait dans des montagnes granitiques et le granit est omniprésent, soit dans les plateaux, donc soit dans les constructions des villages. Donc ici on a le premier village, Castro Laboreiro. Euh, on va passer 3 nuits, puis vous voyez alentour, il y a comme le plan alto, donc ce plateau granitique. Et puis ce qu'on voit pas, c'est que derrière la photo ou sur les côtés, ben là, ça crée des vallées, puis on va aller explorer. Donc on a 2 journées en boucle. La beauté, en tout cas, moi, mon grand plaisir quand je guide ce voyage-là, c'est qu'à partir du moment où on se fait amener, donc le premier transfert nous amène euh, au village de Castro Laboreiro, on ne prend pas de véhicule pendant 7 jours. Donc on vit un peu hors du temps. C'est super dépaysant en fait de pas être tout le temps dans les véhicules. Un autre village qu'on va relier, puis encore une fois, on voit le chemin là, qui mène jusqu'à Soajo, qui est un village un petit peu plus gros que les deux précédents. Donc Castro Laboreiro, puis Peneda, que bon, j'ai pas mis de photo de Peneda. Euh, voilà, donc par les chemins. Les chemins, ce sont donc des dalles de granit pour la plupart. Il faut savoir que c'était des chemins en fait qui ont été construits au Moyen Âge, voire même avant. Puis la culture se faisait beaucoup en terrasse. Et en fait, il y avait un système de transhumance qui fait que les gens et les troupeaux habitaient dans les villages les plus bas en altitude en hiver pour avoir des conditions plus douces, puis remonter sur les plateaux en été. Ils bougeaient beaucoup d'un village à l'autre pour le commerce et puis pour transiter les troupeaux donc dans ces transhumances. Puis comme ils avaient 2 maisons, il fallait aller entretenir une maison en hiver, une maison en été. Et donc, il y avait tout un réseau à l'époque où ben, la voiture n'existait pas. Il y a tout un réseau de sentiers. Il y a des millions de kilomètres de sentiers qui existent dans ce coin-là. Et il y a une bonne partie qui sont encore praticables et une bonne partie qui le sont beaucoup moins. Donc là, vous avez un exemple de très très praticable où les dalles sont encore en bon état. Et puis après, ça peut être beaucoup moins. Puis il y a des sentiers qui sont vraiment des sentiers de montagne où là, bah, ça bouge un peu plus. Encore une fois, ceux qui sont allés en Crète, rien à voir avec la Crète, c'est beaucoup plus facile sous le pied. C'est vraiment juste que des chemins de randonnée comme on peut connaître un petit peu au Québec, voire un tout petit peu plus praticable qu'au Québec. Euh, Ici, un magnifique pont rénové, mais qui date de l'époque, peut-être de l'époque romaine, en tout cas de l'époque médiévale, c'est sûr. Euh, et donc, ces fameux plateaux, et ici, vous voyez, il y a du granit partout.
pour, donc, qui sépare les vallées, en fait. Donc, quand on bascule d'un village à l'autre, on va passer par ces plateaux-là. Donc voilà pour un petit peu, c'est ça, une vue d'ensemble. La particularité des chemins, donc le Portugal, plus que les Canaries, c'est quand même vert. Ça veut dire que si c'est vert, c'est bien arrosé. Souvenez-vous, on est en bord de l'Atlantique. L'Atlantique apporte beaucoup de verdure avec elle, et donc il peut pleuvoir. C'est sûr que dans 2 semaines de voyage au Portugal, il y aura de la pluie, ça fait partie du jeu. Et donc, ben, faut juste être équipé en conséquence. Encore une fois, c'est pas obligé de marcher à tous les jours, mais ce qui est un peu spécial, c'est que quand il pleut beaucoup, mettons s'il a plu dans les semaines avant le départ, les sentiers se gorgent d'eau. Quand je dis qu'ils se gorgent d'eau, c'est qu'il peut même y avoir des passages où les sentiers deviennent des petits ruisseaux. Donc, on se mouille un peu les pieds. Euh, voilà, ça fait partie du jeu, comme je le disais. Mais objectivement, c'est un voyage où certaines journées, on n'est pas obligé d'être en bottes de marche, on peut être en souliers de marche. Et dans ce cas-là, quand les bottes sont mouillées, eh bien, on peut échanger. Voilà. On dort dans des hébergements qui sont chauffés, donc ça sèche plutôt bien. Ici, je ne m'étendrai pas trop sur ces espigueiros, ces greniers à grains. Alors, c'est pas un cimetière. Ça ressemble à un cimetière, ce n'est pas un cimetière, mais on va voir ces petites constructions un petit peu tout le temps. Euh, Ça date encore une fois, ça date du Moyen Âge, ça a été perpétué, c'est une pratique qui a été conservée au fil des siècles. C'est vraiment une région dont le développement est très récent. Donc il y a encore toutes ces ruelles dans les villages où les véhicules ne passent pas. Donc c'est encore assez spécial. Et puis cette culture en terrasse, donc on s'entend que c'est pas de l'agriculture intensive, mais cette culture en terrasse, voilà, pour l'élevage ou pour les champs, là. Ceci dit, il y a beaucoup de vaches qui sont juste en liberté dans les plateaux ou parfois qui traversent les routes en liberté, des chevaux aussi. C'est assez sympathique. Euh, Beaucoup de granit. Donc, bon, je vous ai mis d'autres photos pour vous montrer un petit peu le genre de chemin. Dès qu'il fait chaud, on transpire un petit peu, mais je vous ai remis le même graphique que tout à l'heure. C'est l'agriculture, donc je vous disais, existe encore. On va croiser des bergers parfois. L'avantage quand les chemins sont pratiqués par les bergers, c'est que les chèvres, les moutons, les vaches, peu importe, entretiennent les sentiers. Sinon, il peut y avoir quand même euh, pas mal de végétation qui s'invite si les sentiers sont peu utilisés ou s'ils n'ont pas été entretenus. Donc, nous, on a eu pas mal de mûriers puis de fougères qui étaient sur notre chemin à l'automne. Parfois aussi, et puis là, il y a eu donc, une tempête quand on y était et il y a eu des arbres qui sont tombés. Donc, on a créé des passages, mais on ne sait pas s'ils vont être enlevés d'ici là parce que c'est une région qui est quand même peu fréquentée. C'est pas, oui, il y a du tourisme local, mais ça reste que c'est, on va pas croiser beaucoup de randonneurs. Si on croise 3, 4 personnes dans l'ensemble du voyage, bah, ça sera déjà pas mal. C'est ça. Donc, c'est vraiment pas un voyage, c'est pas une région. euh, Enfin, on est loin des foules. La foi chrétienne habite le développement de cette région. Donc ici, juste, donc là, on voit quand même une église assez marquante. Euh, on voit pas, c'est que l'hôtel il est juste à côté, là, sur le côté du bâtiment. Donc c'est un des villages où on s'arrête. Et l'autre fait assez marquant, c'est la couleur de l'eau qui est vraiment cristalline. Voilà. Si on est chanceux, c'est rare, mais on peut voir des petits bouquetins ibériques ou des loups ibériques parce qu'il y en a dans le coin. Dans ce voyage-là, donc on est dans des petits hôtels confortables, chauffés quand tout va bien, à Soajo, donc dans un des villages pour 2 nuits. Il n'y a pas d'hôtel. Alors, il y a des petites maisons qui sont à louer. Donc, cette maison-là, par exemple, elle a 4 chambres. Et donc, c'est comme notre maison principale. Et puis, sinon, le groupe est réparti dans différentes petites maisons. Et moi, je trouve que ça enrichit l'expérience parce que ça permet de voir un peu ben, la réalité de commencer dans les maisons. Voilà. Donc, à ce moment-là, le groupe est réparti. Les déjeuners sont pris chacun dans sa maison. Puis, on se retrouve pour la randonnée.
Une fois qu'on a fait nos 7 journées de marche, on va dans le Douro. Donc là, on a 3 heures de transfert pour aller voir le Douro. Le Douro, c'est connu pour les vignes et c'est un paysage qui suit le fleuve éponyme du Douro. Et c'est un paysage qui n'a plus rien de naturel parce que les collines sont recouvertes de vignes à perte de vue. Donc, c'est classé au patrimoine de l'UNESCO, le Douro, et c'est un paysage qui est très étonnant et qui est magnifique, vraiment. Et là, on a 2 journées de randonnée beaucoup plus faciles, donc respectivement à peu près 1 heure et demie, puis 3 heures, 3 heures et demie de marche. L'idée, c'est de marcher dans les vignes, sur ces sentiers qui sont très bien entretenus, et d'aller profiter. euh, des vignobles. Donc, quand on y va en- au printemps, c'est là où on a le plus de fleurs dans le voyage, et notamment dans les plateaux. Quand on y va à l'automne, c'est là où le raisin est mûr et on le goûte quand on marche. On en profite pour aller visiter des vignobles, pour faire des dégustations. Donc, c'est vraiment le côté Dolce Vita. On marche, c'est comme 2 journées récompense. On marche moins fort, mais sachez qu'on marche aussi au retour du vignoble après les dégustations. Puis le défi, il est peut-être là, c'est que ça remonte. Voilà. Dans le Douro, la nourriture est un petit peu plus raffinée. Donc, c'est très légèrement plus je dirais pas jusqu'à dire gastronomique, mais en tout cas, c'est plus fin, il y a plus de variété, c'est moins carné comme alimentation et il y a plus de végétaux. Et on finit par une mini croisière, un petit 2 heures sur le Douro pour voir les paysages, mais vus de l'eau. Puis parce que le fleuve a joué en fait un immense rôle dans le développement de la région. Puis ensuite, on prend le train qui longe justement toute la vallée du Douro et on arrive à Porto. Et donc, c'est un train relativement antique qui est assez sympathique. Et puis, on arrive à Porto. Donc Porto, on y reste 2 nuits, donc on arrive en fin d'après-midi. On a un souper libre ce soir-là, puis à Porto, ensuite on a une visite guidée de Porto, puis du temps libre en après-midi, le dernier souper de groupe et généralement tout le monde part. C'est très très facile de rester plus longtemps ou d'arriver plus tôt et franchement ça vaut la peine. Si vous avez l'occasion d'arriver plus tôt, de visiter Porto. Mais pour ceux qui seraient mobiles, les bus sont quand même très bien développés au Portugal. Donc vous avez aussi Lisbonne qui vaut vraiment la peine de visiter. Puis l'Algarve dans le sud. Alors là, c'est beaucoup plus sec. C'est très touristique, donc c'est pas, vous n'avez pas besoin de caravanier pour vous organiser ça. Puis c'est très complémentaire parce que c'est des paysages complètement différents de ce qu'on va voir nous dans le nord. Euh, Objectivement, Air Transat vole, mais pas tous les jours pour Porto, ce qui est très pratique, et vole aussi pour Lisbonne, et là, c'est peut-être à tous les jours. Donc, vous pouvez tout à fait arriver à Porto, puis repartir de Lisbonne. Nous, moi, quand je prévois mes dates, Air Transat, vu qu'ils ne volent pas tous les jours pour Porto, souvent on prévoit nos dates avant que Air Transat donne ses jours de vol. Donc, ça ne correspond pas forcément. Je vous invite vivement, si vous avez l'occasion, partir au moins une journée plus tôt, voire 2 jours plus tôt. Visitez un petit peu Porto. Vous le reverrez avec les explications historiques, mais comme prenez le cool déjà à Porto, ça permet de mieux se remettre du décalage horaire. Puis au retour, vous pouvez repartir par Lisbonne. Si vous voulez aller voir Lisbonne, c'est vraiment sympa Lisbonne pour 2, 3 jours. Ou vous pouvez aller en Algarve ou ailleurs parce que voilà, tout est ouvert, rendu là. En termes de météo, donc je vous ai dit, c'est forcément un brin d'humidité auquel s'attendre. Ce serait assez miraculeux qu'il n'y ait pas une goutte de pluie en 2 semaines de voyage. Donc là, si vous regardez, on y va à cheval sur mai et juin, quand on est sur des températures qui sont entre frais et confortables, donc grosso modo entre 15 et 25. Et puis on y va en octobre, et là aussi, c'est des températures frais confortables, 15 à 25 degrés, c'est parfait pour marcher. Ça, c'est la théorie. Euh, c'est ça. Mais à pondérer, parce qu'il y aura un petit peu de pluie par-ci, par-là. Là où ça se corse, c'est que ben, pour 2025, tout est quasiment complet. Pour le départ du 25 mai, il y a 1 à 3 places disponibles. Et pour le départ du 5 octobre, il reste une place. On pourrait peut-être accepter quand même un couple. Il faudrait que je vois si j'ai assez de places dans les hôtels.
Donc, il reste pas beaucoup de place et on a, pour des raisons de disponibilité de guide, en 2025, on ne pourra pas ajouter de date, donc ça ira à 2026 pour la suite. Voilà. Dans ce voyage-là, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, on marche en moyenne 5 heures par jour, 4 à 5 heures par jour, réparties dans la journée avec les pauses. Et il y aura des journées un petit peu moins, puis il y aura quand même des journées qui vont atteindre, voire dépasser les 6 heures. Puis c'est correct. On marche juste avec les sacs à dos de jour, comme pour les Canaries. On peut sauter quasiment toutes les journées si on veut. Mais ça, vous en parlez avec le guide. Comme ça, il vous dit, bah tiens, je te conseille de sauter celle-ci ou celle-là, ou de, ah non, viens vraiment demain parce qu'on va déguster le vin. Ça serait sympathique. Je vois qu'il y a des questions, donc je vais aller voir les questions. Estelle, du groupe de mai. Le programme prévu pour la visite de Porto, c'est une visite à pied. Donc, on va pas visiter, on va pas rentrer dans les monuments. On va pas rentrer dans les monuments, mais c'est vraiment comme pour avoir un aperçu de toute l'histoire de la ville. Ce qui veut dire que si vous restez 2 jours de plus, vous aurez de quoi visiter par la suite. Puis ça, on pourra s'en reparler juste avant le départ pour savoir ce qu'il faut comme aller voir en priorité. Je pourrais vous envoyer des recommandations, mais ça, on le fait juste avant. Puis maintenant, donc, je vais enlever le partage de mon écran, vous allez me voir en grand, tout le monde. Voilà. Euh, pour resituer ces deux voyages, Canaries et Portugal, dans l'ensemble de notre offre de voyage Dolce Vita en Europe. Donc, c'est vraiment toujours pareil, hein. Des voyages où on marche bien, c'est des vrais voyages de randonnée, mais le soir, on a le confort des hôtels, puis le charme en général, puis l'apéritif en terrasse. C'est un peu ça qu'on veut. Euh, Notre voyage le plus accessible, c'est vraiment le Portugal. Le voyage Ensuite, c'est dur de les classer, mais on a la crête où il va y avoir beaucoup de roches et beaucoup de baignades, et c'est une très belle alternance entre la baignade puis la montagne, les canyons, enfin, donc les gorges qu'on remonte ou qu'on redescend, les montagnes, les plages. Dans le même esprit que la crête, on a la Sardaigne avec un combo trek, rando montagne, et puis les baignades et les plages dans les petites criques, et cette culture euh, méditerranéenne. On a l'Andalousie, où là, il n'y a pas de baignade, mais c'est quand même la culture méditerranéenne, puis c'est très montagne. Que je vous dise pas de bêtises. Canaries, où on peut se baigner un peu, mais là, c'est l'océan Atlantique, donc c'est pas la même alimentation. Et on est vraiment un confetti perdu dans l'immensité de l'océan Atlantique, avec des paysages très, très variés. Le Pays Basque, qui est très vert aussi, un peu comme le Portugal est très vert, ça veut dire que c'est arrosé parce qu'on est en bord d'Atlantique aussi. Alors que les Canaries, il y a un phénomène qui fait que euh, les montagnes, en fait, le versant exposé vers le grand large, vers l'Amérique, est beaucoup plus vert que le versant des montagnes qui est de l'autre côté, parce que les nuages déchargent leur pluie sur les premiers, puis après, ça devient désertique. Donc, c'est assez intéressant aux Canaries, on a vraiment une grande diversité de paysages. Portugal, Pays Basque, là on y va en juin et en septembre, et les deux départs sont confirmés ou sur le point de l'être pour le Pays Basque. Ça, maintenant, on pourra s'en reparler. Et c'est vraiment en juin, puis en septembre, un seul départ à chaque date. C'est vrai qu'après, pour le Pays Basque, si tout est complet, ben là, je pourrais regarder pour ajouter une date. Euh, mais il faut d'abord que les deux autres soient complets. C'est ça. Monténégro qui est un peu à part parce que c'est pas vraiment du Dolce Vita, c'est plus rustique. Il n'y a pas de camping, mais c'est quand même plus rustique. Puis là, c'est complet pour septembre. On essaie de peut-être mettre une deuxième date en septembre, c'est pas sûr. Et c'est peut-être presque complet, mais pas loin d'être complet pour juin. Ça, c'est pour le Monténégro. Euh, Puis je crois que qu'est-ce que j'oublie dans nos voyages? En Europe, on aura l'Irlande qui est Dolce Vita et puis les Lofoten qui est un peu spécial, et puis ça, on vous en parle plus mercredi. Ah, et puis bien sûr la Grèce continentale, et ça serait dommage de l'oublier parce que j'en parle demain midi, euh, qu'on donne une fois au printemps, en juin, puis enfin fin mai début juin, puis une fois en septembre. Et là, il reste de la place encore. Et là encore, on a cette notion d'itinérance où on fait tout à pied, comme en Crète, comme en Andalousie et comme au Portugal. Je pense que maintenant j'ai fait le tour de
toutes les questions. S'il y en a d'autres qui ont des questions, profitez-en. Ah, je pense qu'il y a des questions que j'ai pas vues. Euh, hop. Maryse, sac de transport pour les Canaries. Ça, c'est une excellente question. Alors, sachez que dans tous les cas, on fait toujours une rencontre pré-départ où je vous donne toutes les informations. Les Canaries, comme pour le Portugal, ça peut très bien être des valises, c'est correct. Il ne faut pas qu'elles soient trop grosses parce que la place disponible à l'arrière des véhicules qui nous transportent ou qui transportent les bagages est limitée. Donc ça peut être une valise, c'est même plutôt pratique aux Canaries parce qu'il y a des fois, et notamment entre le ferry puis l'hôtel, il faut marcher puis il y a un 10 minutes de marche, transporter un duffel bag, c'est un peu pénible. Donc ça pourrait être sympa d'avoir plutôt une valise. On a le temps de s'en reparler. Euh, pour ceux qui... Donc, Maryse, on va se faire une rencontre pré-départ pour le départ de janvier. Ça va être quelque part euh, à la fin du mois de décembre. Je vous reviens avec ça. Mais pour ceux qui arrivent d'avance à Tenerife, sachez que, bon là, j'ai plus la carte sous les yeux, mais sachez que l'aéroport le plus fréquemment utilisé, c'est Tenerife Sud. Puis là, vous avez certaines plages qui sont sympas, certains villages qui n'ont pas complètement succombé à la surfréquentation. Donc, il y en a qui sont à éviter, comme San Cristobal, parce que là, c'est vraiment les grands buildings, puis beaucoup de monde. On perd un peu en charme. Mais soit vous réservez proche de l'aéroport, puis vous retrouvez le guide à l'aéroport, ou si vraiment c'est tout proche, il peut passer vous chercher quand il va chercher le reste du groupe. Soit vous allez directement à La Laguna pour ne pas avoir à refaire vos valises. Et c'est sympa aussi de passer une nuit de plus à La Laguna dans cette petite ville coloniale. Donc ça, c'est pour ceux qui voudraient rester plus longtemps. Voilà, ben Manon, ça fait plaisir. Merci à vous. Donc, si vous avez d'autres questions pour tout le monde, je pense que j'ai répondu à toutes les questions actuelles. S'il y en a qui viennent d'autres, ça sera super. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter. Demain matin, je suis disponible et en tout début d'après-midi. Après, mercredi, jeudi, je vais avoir plus de mal euh, à, à être présente au téléphone. Je suis de retour vendredi en matinée. Puis à partir de la semaine prochaine, Alexandre est de retour au bureau. Donc lui, il est là, sauf le mercredi, toute la journée. Puis moi, je suis là les matins, mais c'est généralement Alexandre avec qui vous parlez et qui vous conseille sur ces voyages-là. Donc, bah, c'est ça, fin de la conférence. Je vous remercie d'avoir été là. Puis ça m'a fait très plaisir. Puis vraiment, n'hésitez pas parce que c'est ça, ça se confirme en ce moment. C'est comme tout se remplit un petit peu en Europe. Donc c'est le moment de s'en reparler. Puis vraiment, pour quelqu'un qui a eu du plaisir en Crète, vous allez avoir du plaisir aux Canaries et réciproquement d'ailleurs. Si vous avez eu du plaisir en Crète, en Andalousie, n'importe où ou aux Canaries, et que vous regardez pour le Portugal, allez-y, mais sachez que le rythme sera un tout petit peu, très légèrement plus lent, qu'on aura un peu plus de temps, comme pour se déposer le soir pour visiter, se promener un petit peu de manière individuelle dans les villages qui sont minuscules. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye.